Among the 40 young filmmakers from France and the United States who were invited to the Avignon, New York Film Festival at the French Institute Alliance Française in New York, two of them, the Frenchmen Stéphane Clavier and Guy Jacques, tell what kind of cinema they like and support. C'était belle? Amélie? Violetta, la reine de la moto, c'est... Alors en deux mots, l'histoire, c'est difficile, c'est l'histoire d'une femme qui revient, d'une jeune fille qui revient après 10 ans d'avoir quitté son frère parce qu'elle s'est fait agresser 10 ans auparavant et puis qui veut retrouver simplement ses racines, sa famille. Et puis à partir de ce moment-là, elle va reprendre un très vieux numéro de moto qui avait été monté par son père, qui est de tourner, c'est un numéro d'acrobatie, qui fait qu'on tourne à l'intérieur d'une sphère de 5 mètres de diamètre en moto. Et ils partent comme ça sur les routes avec, en vrai, l'idée de retrouver la personne qui l'a agressé 10 ans auparavant. Bon, si là me changement de programme, personne ne bouge. Est-ce que c'est clair? Au clair? Personne ne bouge, je dis. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je bouge pas. Que vous me regardez comme ça, vous? Ah! Vu? Bon, tout le monde par terre! Par terre! Tout le monde par terre! Hey, les mains sur la tête! Les deux! Ne regardez pas comme ça, vous! Je suis toujours très surpris dans le métro d'avoir des gens qui s'assoient toujours à la même place, font toujours la même chose, se parlent ou ne se parlent pas, mais sont dans une espèce de mécanisme comme ça, immuable. Et donc on s'est dit comment on va faire pour, comment faire pour faire un huis clos avec des gens qui vont se parler et péter les plombs finalement. Et après on a trouvé ce prétexte du personnage en face qui lui par contre qui est interprété par François Cluzet, lui veut dire quelque chose et qui ne va jamais y arriver. C'est-à-dire qu'il va passer la nuit entière à essayer de faire passer son message et même il va complètement l'oublier à la fin parce qu'il va tomber amoureux. Rien va se passer comme c'est prévu. Donc voilà, donc c'est un trajet de tous ces gens qui n'ont rien à faire ensemble et qui vont passer une soirée extraordinaire. Donc c'est des gens ordinaires, il va leur arriver une situation extraordinaire et c'est un espèce de syndrome de Stockholm traité sur la comédie. Vous permettez? Ah oui, c'est bien ça. Hein? Comme ça, au moins, ils vont y croire, ça fera un peu moins garçon sage. Si vous voulez, moi, je peux... Ouais. Bon, merci, ça ira. Mais c'est important, la présentation. Excusez-moi, si je peux me permettre. Ça brille. Ah, non, non, non. Ah non, mais ça non. brille. Oh ben non, Robert, mais il faut dégager, là. Non, non, tout ça. C'est vrai que c'est marrant parce que on ne se connaissait pas et c'est vrai que les deux films ont en tout cas un point commun, c'est qu'il y a cette espèce de solidarité. Moi, je l'ai traité avec des gens qui n'ont rien à foutre ensemble et qui, tout d'un coup, vont se retrouver en groupe dans un élan de solidarité par rapport à un message qu'ils vont vouloir dire finalement à la société. Et là, de l'autre côté, il y a cette espèce d'univers très marginal qu'il a créé d'un monde de forains qui sont des gens qui font des numéros comme ça, qui sont un peu des gens qui vont disparaître et qui sont complètement marginaux, qui sont en dehors de tout, et qui sont à la fois des personnages très différents et des personnages qui sont très solidaires. On est sensible à un certain type de cinéma, c'est-à-dire que tu sais que là, moi par exemple, ce qui génère beaucoup de choses, c'est l'émotion, et je me dis toujours que c'est les gens les plus simples qui en dégagent le plus, quoi. Je veux dire, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire à quelqu'un d'autre « je t'aime » sans jamais prononcer le mot. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce qu'on n'a jamais appris aux gens à dire « je t'aime », c'est quand même incroyable. Parce que ça c'est un mot que tu n'entends pas, je veux dire dans les familles comme ça un peu modestes et tout, tu n'embrasses pas forcément ton père. Tout ça forge des caractères, forge des gens absolument incroyables qui ont un espèce de regard comme ça sur les autres, qui sont toujours beaucoup de tendresse, de compassion, etc. C'est Mardi Gras. À l'impossible nul n'est tenu, c'est Gérard l'heureux élu. Je dirais bien une connerie, mais ça vient pas. Les deux films qu'on a fait, c'est des films très populaires. Ça parle des gens. Donc c'est complètement populaire. C'est des histoires d'amour, c'est des histoires
de gens qui sont paumés, des gens qui ne sont pas trop, qui se plantent. C'est l'histoire de la vie, quoi. On essaye de raconter la vie. Je suis pour le remboursement des antidépresseurs à 100%. Monsieur le ministre, il faudrait nécessairement s'occuper des personnes âgées. Et bien sûr de tous les gens qui sont dans l'handicap. Contre le capitalisme d'État. Contre le capitalisme. Contre l'État. Contre. Dieu est amour. Dieu est notre berger. Alors, laissez-vous guider par lui, laissez-vous gagner par la plénitude de la foi et l'amour du prochain. Oui. The French writer Olivier Cadieux became known as a poet with a series of cut-ups entitled Art Poétique. Since then, he has published 2 novels in which he explores and contests the binary opposition, prose-poetry, in the name of a creative formalism which transcends these differences. L'idée de l'art poétique, simplement, c'était d'inverser le cours de mon travail, qui essayait d'obtenir une poésie extrêmement élaborée, une poésie de recherche pure dans la tradition, je dirais, tradition française qui vient de Mallarmé. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que je me suis mis à découper comme un fou des énoncés de grammaire, et j'ai eu l'impression de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'être de l'autre côté de la poésie, de pouvoir recueillir la langue comme un archéologue, comme ça, irait prélever des petits morceaux de poésie dans quelque chose qui a priori n'est pas fait pour ça, quoi, dans la langue morte, quoi. Alors curieusement, je crois que ce qui a plu aux gens éventuellement à l'époque, c'était plus le contenu que la méthode. Alors que maintenant, comme je dirais que la nouvelle génération qui arrive maintenant s'est beaucoup plus libérée de l'académisme comme ça, de la pensée de la poésie, de la philosophie en poésie, comme on disait, et travaille des choses répétitives, des boucles. Tous les jeunes poètes français sont beaucoup plus conceptuels, beaucoup plus... et donc ça, ce livre, tout d'un coup, peut être lu, effectivement, formellement. C'est vrai que ce qui comptait beaucoup, c'est la dimension sonore de la lecture publique. C'est vrai que c'est aussi un livre fait pour être lu à haute voix, curieusement, enfin, qui est très travaillé dans son dispositif de page, mais qui a besoin d'être lu à haute voix aussi, qui amène un certain tempo. Une table qui vient d'être faite est une table qui sert depuis longtemps, est une table qu'on déplace facilement, est une table difficile à déplacer, est une table dont toutes les parties tiennent bien ensemble, est une table dont toutes les parties remuent au moindre choc, est une table recouverte de peinture, est une table à laquelle les écoliers ont fait des entailles, est une table sur laquelle de l'encre a été répandue, est une table dont le dessus est partout à la même hauteur, est une table dont le dessus est en pente. La très grosse influence des Américains, c'est pas du côté du cut-up, c'est plutôt Stein. Encore que Stein, on pourrait dire que c'est l'écriture directe du cut-up. Mais où les grands poètes américains que j'ai adorés, comme Jack Spicer, par exemple, ne sont pas vraiment dans cette tradition. C'est plutôt la tradition du parler qui rentre dans la poésie, qui quand je les lis à la fin des années 70, m'émerveille par rapport à la situation de la poésie française. Qui est une poésie, sans doute, à cette époque-là, beaucoup plus philosophique, qui a donné des résultats extraordinaires, mais qui me semblait déjà à l'époque un petit peu trop lourde. Et l'Amérique donnait un coup de légèreté incroyable à ça. Venir au monde, c'est perdre la vie, c'est devenir grand, c'est devenir vieux, c'est tomber dans un état momentané qui ressemble à la mort, c'est se déplacer par le mouvement des jambes, c'est se mouvoir dans l'eau, c'est aller à cheval, c'est s'étendre horizontalement, c'est reprendre la position verticale, c'est se plonger entièrement dans l'eau. Le cran au-dessus était donc de faire un livre qui s'appelle donc Futur ancien fugitif, qui agence des petits chapitres, et qui raconte l'histoire de Robinson, que tout le monde connaît, donc je n'ai pas besoin de la raconter de l'extérieur, je peux la raconter de l'intérieur, et tout simplement juxtaposer des choses qui sont issues de genres différents. Donc mettre à côté un petit poème, une petite fiction, une chanson, je dirais, une prose plus traditionnelle, plus descriptive, et de la même façon que j'essayais dans l'art poétique de tendre des énoncés, des phrases, des vers, les uns contre les autres ou avec les autres, là je tends des genres. J'installe des genres les uns avec les autres pour essayer de produire des histoires, enfin une histoire. Ce qui était amusant après, c'était d'essayer de faire la même chose en essayant d'effacer les bords, que ce soit moins collé, que ce soit moins juxtaposé, que ce soit moins, entre guillemets, conceptuel, que ce soit moins des petites installations les unes à côté des autres. Donc j'ai essayé de lisser l'ensemble et de faire un objet plus...
qui ressemblerait pour le coup plus à un roman, je sais peut-être qu'il ressemble trop à un roman, qui s'appelle Le Colonel des Oives, où j'ai travaillé énormément à faire disparaître les bords. On en revient donc à une question toute simple, c'est, je pense qu'il ne peut pas y avoir de prose s'il n'y a pas de la poésie à l'intérieur. La poésie ne se limite pas à une installation, seulement une dramaturgie de versification, mais à quelque chose où on sent la résistance d'un bord, enfin on sent qu'il y a quelque chose qui ne flotte pas comme dans la prose, enfin où il y a quelque chose de l'objet. Quand des nuages apparaissent, on voit le ciel. Quand ils commencent à s'en aller, on voit le ciel. Quand les nuages s'éloignent de la terre, on voit le ciel. Quand la nuit s'étend comme un voile, on voit le ciel. Pour prévoir le temps, il faut le ciel. Regarder longtemps le ciel, c'est regarder le ciel et le trouver beau. Je ne vois pas pourquoi on dénierait toujours à la littérature sa qualité d'art. C'est-à-dire, justement, sa qualité d'art, pas au sens réactionnaire du mot art. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le débat sur la littérature n'est pas plus subtil? Pourquoi est-ce que parler, par exemple, dans la revue pendant 1000 pages des outils littéraires, mais même pas du tout au sens des recettes, on n'est pas là à énumérer des méthodes artistiques naïvement, on montre simplement toutes les matières, comme si on faisait un nuancier Pantone, comme ça, on montre toutes les qualités de tissu possibles de l'écriture, en les hiérarchisant, c'est-à-dire en montrant des choses qui sont à la fois de l'ordre de l'écriture pure, de l'ordre de la pensée. On montre tout ça et on dit, voilà, on a besoin de tout ça. Et les gens disent, ouais, mais vous êtes formaliste. Ce qui est curieux. Ça voudrait dire donc qu'il y aurait quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, il faudrait faire croire qu'on se lance dans une entreprise littéraire à corps perdu. Bien sûr qu'on fait ça, mais ça c'est à la limite la moindre des choses. Et que les beaux livres, c'est toujours, d'une certaine manière, des spirales. La recherche du temps perdu, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne hélicoïdalement, idéalement, enfin, j'y arrive pas, hélicoïdal, comme ça, et qui d'un coup subsume la question, emmène tout d'un coup, comme un moteur à réaction, et emmène des choses qui d'un coup deviennent du formel passe au réalisme, du réalisme passe au formel, et par un système de machine à laver verticale, fait qu'un livre décolle et devient sublime. Et c'est vrai que l'Amérique, la lecture que j'en ai, c'est vrai que ça permet ça. La poésie américaine fait ça. The Art Poétique will be published this summer by Sun and Moon Press. After a year and a half at the Metropolitan Museum of Art, the Marble Boy statue, attributed by a number of scholars to Michelangelo, has returned to the rotunda of the former Payne Whitney House at 972 Fifth Avenue, a place it has occupied for more than 90 years. It is now thought that this statue was once a part of the Borghese collections in Rome. The statue was acquired from a dealer in 1905 by the architect-designer of the house, Stanford White. The Marble Boy statue is the centerpiece of a rotunda which served as the grand entrance hall and is placed on a fountain pedestal which Stanford White designed incorporating antique elements. The identity of the subject as Cupid or Apollo is still open to discussion, and the attribution to Michelangelo continues to have some doubters. For instance, some suggest it may be by Michelangelo's mentor, Bertoldo di Giovanni, who is not known to have worked in marble. A growing number of art historians believe that the Marble Boy statue is a work of Michelangelo and that it is to be dated to the period of the artist's training in Florence in the early 1490s when he was still a teenager. Also at the cultural services of the French Embassy, resplendent with mirrors and gilt, the Venetian Room, one of architect Stanford White's masterpieces, has now been returned to its original location and meticulously restored, conveying the ambiance of New York's Gilded Age. The Venetian Room was created in 1906 as the reception room in the townhouse at 972 Fifth Avenue that was a wedding gift from Oliver Payne, a financier, for his nephew, Payne Whitney, and Helen Hay. Commissioned by Payne, White's final drawings show the room almost exactly as it appears today, with neoclassical ornaments surrounding large mirrored panels, picture frames with putti, a lattice cove with porcelain flowers, and a parquet floor. The furnishings were most likely purchased in Europe by Stanford White and the Whitneys in 1905. The settee, armchairs, and French harp date from the late 18th century, and the George III table was later painted with the Judgment of Paris. The Payne Whitney house was sold in 1949, and the room was dismantled and put in storage.
The French government acquired the building in 1952, and the Venetian Room remained in storage until 1997, when Mrs. John Hay Whitney decided to donate the room to the French-American Foundation and provided the financial support for its restoration. Through the meticulous work of architects and artisans, the room is now returned to its original condition. The Marble Boy statue and the Venetian Room at the Cultural Services of the French Embassy are now on view to the public. To mark the 150th anniversary of the abolition of slavery in the French West Indies, this month the Uber Repertory Theatre presents a special evening of poetry and music based on Aimé Césaire's Notebook of a Return to the Native Land. Haitian performer Rudy Siller, internationally renowned musician Mino Sinelu, and artistic director Françoise Koureski present this montage around the first poem written by native Martinican poet Aimé Césaire, which is about the history of the black man from yesterday to tomorrow. Et mon île, non clôture, sa claire audace debout à l'arrière de cette Polynésie, devant elle, la Guadeloupe, fendue en deux de sa raie dorsale, et de même misère que nous, Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Le cahier d'un retour au pays natal, c'est un grand poème. Un grand poème qu'il a écrit, ça fait quand même dans la première moitié du siècle déjà. Il avait 25 ans. Il avait 25 ans, il est né en 1913. Et c'est quand même le texte initiateur, si on veut, du mouvement littéraire et philosophique qu'est la négritude, en fait. Et c'est une grande, vaste poème pour, presque on dira, humaniste et très, très rebelle aussi. Et je me dis, et Bordeaux, et Nantes, et Liverpool, et New York, et San Francisco, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et ma trace dans le scintillement des gemmes et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi, Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama, putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marais de sang putride, trompettes absurdement bouchées. Moi, j'imaginais pas une seconde de monter le poème de Césaire sans une intervention musicale. Oui. Bon, on peut imaginer que ce soit l'acteur même qui fasse l'intervention musicale, mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant parce que il y a un dialogue qui s'établit immédiatement et qui crée quelque chose de dramatique immédiatement. Un sous-texte aussi. Ça le rend moins cérébral aussi. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de vie dans ce poème et tout élément peut aider et soutenir et des fois suggérer, mais c'est très important. Ouais. Car nous voulons tous les démons, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux du carcan, ceux de là-haut, ceux de l'interdiction, ceux de la prohibition, ceux du marronnage. Et nous n'avons garde d'oublier ceux du négrier. Donc, nous chantons. J'aime bien faire ce qui doit être, c'est-à-dire si certaines choses sont nécessaires dans le silence, j'essaie de donner aussi ce silence. Et pour moi, c'est une aventure fantastique. Vu la densité du texte, le texte est lui-même incantatoire et de l'ordre de la formule magique. Et qui dit formule magique, forcément, implique quelque chose d'éthérique, on va dire, sur scène matériellement. Nécessairement, il faut de la musique. At the end of dawn, a little trail of sand, a little trail of foam, a little trail of grain. At the end of dawn, a great gallop of common, a great gallop of a little trail of little girls. C'est un poème en même temps complètement universel parce que c'est assumer tous ses défauts, tous ses petitesses, tous ses paradoxes et tout, et les transcender en quelque sorte, et transcender toutes ces choses. Et ça, il y a un message extraordinaire, je peux parler de message dans le poème, c'est dans la prière, c'est-à-dire que épargnez-moi toute haine, tu peux le dire probablement mieux que moi. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Ouais. Ce que je veux, c'est pour la fin
soif universelle. Universelle. Et C'est un ça, credo. c'est à ce niveau-là que je pense que le texte de Césaire est resté d'une actualité brûlante. Parce que nous vous haïssons, vous et votre raison, nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante et du cannibalisme tenace. Trésor, comptons. La folie qui se souvient, la folie qui hurle, la folie qui voit, la folie qui se déchaîne, et vous savez le reste, que 2 et 2 font 5, que la forêt miaule, que l'arbre tire les marrons du feu, que le ciel se lisse la barbe, etc., etc. Just released, the feature film Artemisia is the provocative story of the first woman painter in art history, a woman whose pursuit of artistic freedom and sexual passion threatened the elite powers of her time, 17th century Italy. French director Agnès Merlet and her principal actress Valentina Selvi speak about the film and about Artemisia as an artist and as a character of modern times. Je ne pourrai jamais faire de progrès si on m'empêche de peindre des hommes nus. Artemisia, c'est le Saint-Père, et non pas ton père, qui a décidé que les femmes ne pouvaient pas étudier l'anatomie masculine. Mais ça me prive de la moitié de toute la peinture. Tu veux aller en prison? Tu veux y envoyer ton père? Artemisia, c'est une femme passionnée, forte, qui a dû se battre quand même contre sa société, qui a dû briser les règles et qui finalement, pour imposer sa passion de la peinture, et je crois qu'elle a réinvesti toute sa souffrance, toute sa douleur dans ses tableaux. Elle l'a sublimé. Bon, moi, ce que j'aimais dans cette histoire aussi, c'est que c'est pas l'histoire d'une victime, parce que toutes les histoires de femmes peintes ou femmes artistes, en général, elles ont tellement souffert ou sont tellement battues qu'à la fin, elles disjonctent totalement. On les retrouve à l'hôpital, en folle, suicidée, hôpital psychiatrique et tout. Et alors que Artemisia, elle sublime ça, elle rend toute sa souffrance dans son art, et bon, elle garde sa force, quoi. Artemisia. Pourra-t-il poser nu pour moi? Je vous prie d'excuser cette jeune fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Non, elle est devenue très difficile depuis la mort de sa mère. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos des peintres? Quand Agnès Merlet m'a demandé de jouer le rôle, je suis allée à Florence, au palais d'Uffizi, où se trouve le Judith, qui décapite Holoferne. Et la chose qui vraiment m'a fait décider et qui m'a passionnée du rôle, c'est une peinture tellement sensuelle, qui parle de la mort, qui est tellement obscure d'une façon. Et c'est une fille, jeune fille qui sort du convent. Elle a 17 ans. Elle n'avait pas l'expérience de ce qui était la sensualité, l'obscurité, la mort. Elle a été capable de donner tout ça en création sans avoir l'expérience. Vous voulez que je sois votre professeur ou votre confesseur? Non, je ne veux pas et je ne peux pas. Je vous surpasserai un jour. Vous viendrez me demander d'être mon élève. Dans le film, on voit que Artemisia, au début, elle utilise un peu Agostino pour accepter sa sensualité, pour être femme complètement. Parce qu'au début, elle sort du convent, elle se trouve dans un milieu d'hommes, les femmes ne sont pas acceptées, donc elle pense peut-être je dois être un homme pour être un artiste. Donc elle cache son corps, et c'est seulement avec le rencontre avec Agostino qu'elle accepte sa féminité. Donc je crois qu'elle l'utilise un peu au début, c'est seulement après qu'elle tombe amoureuse. Mais moi, je crois complètement à l'histoire d'amour. Voulez-vous poser pour moi? Je ne veux pas dire nu.
Marisa, trouve quelque chose à nettoyer. Mais il y a toute la plage à balayer. Elle a vraiment vécu, c'est vraiment difficile d'être pile, d'être vraiment sûre qu'on allait reproduire ce qu'elle était complètement. Donc je me suis dit, de toute façon, je vais créer ma propre Artemisia. Mais j'ai cherché vraiment d'être le plus sincère possible. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de parler, de communiquer avec les mots et de communiquer mes sensations avec les mots. Elle est quelqu'un qui n'est pas capable de parler. Elle est quelqu'un qui vit dans le silence et qui s'exprime que à travers sa peinture. Et donc, en vivant un peu dans sa peau, elle m'a appris l'importance du silence. Quand tu vas trouver du travail, regarde mon pauvre Exo. Le travail, il va pas venir tout seul, hein, il faut chercher. Hein. Ça va pas, là, dégage. Nique ta mère, sale Nico. Ça s'appelle la vie de Jésus parce que il y a du bien, il y a du mal.